Et tout de suite, j'ai dit Brignais, c'est vous, c'est-à-dire aux gens, bougez-vous. Alors, je ne vais pas dire des choses un peu. Bougez-vous le cul, mais. Oh, je l'ai dit. Eh ben Tu voilà. feras un zip. Je dis, on parle vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans Bistro Populi volume 3. Cette fois-ci, on va parler donc des élections municipales puisque voter, c'est non seulement votre devoir, mais c'est en plus votre intérêt. Le souci, c'est de savoir pour quel parti voter, puisque généralement, les partis vous parlent de leur programme au national. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça va changer pour la vie de ma commune? Il se trouve que cette fois-ci, pour la première fois de son existence, le parti UPR, vous savez le truc qui est marqué en haut, là, à gauche dans le logo, ce parti va lancer donc des candidats pour la première fois de son existence. Et là, vous vous dites, mais ouais, l'UPR, c'est le parti d'Assolino qui nous parle de l'Union européenne, mais rien à voir avec le local. Eh bien, si, justement. Et pour en parler, eh bien, j'ai deux personnes avec moi. Alors, il y a mon cher camarade François, que vous avez déjà vu dans le Bistro Populi 1. Et ta présence, elle est particulièrement pertinente parce que tu es en train actuellement de faire des vidéos. Ouais. Ceci, des vidéos, donc c'est des vidéos éducatives sur... c'est ce genre de tuto, voilà, sur les municipales, des trucs très basiques, très simples, parce que, on ne connaît pas forcément tout, en fait. Ouais. Voilà, donc ça, voilà. Et donc ça sera également diffusé sur cette chaîne. On a déjà des dates ou pas trop? J'espère la première fin janvier, voilà, comme ça m'engage un petit peu. C'est bien. Donc le fonctionnement des assemblées, etc. Voilà, okay. Vous verrez, ce sera rigolo. Et puis, enfin, on a une dame qui vient sur Bistro Populi. Je suis vraiment ravi de l'accueillir. Elle est candidate pour Brignais. Alors pour ceux qui ne savent pas, Brignais, c'est dans le Rhône et c'est un peu au sud-ouest de Lyon. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Marie-Noëlle Bramont, ouais. Alors, est-ce que tu veux succinctement nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à te présenter donc aux élections municipales pour 2020? À Brignais. Voilà, bien, alors je m'appelle donc Marie-Noëlle Bramont, je suis institutrice, maîtresse d'école, je préfère, retraitée depuis quelques années. Donc je suis mariée, j'ai deux grands-enfants, extrêmement impliquée dans le monde associatif depuis toujours. Depuis que j'étais chef de classe même, on va dire. Et puis sur Brignais depuis 30 ans, donc responsable des parents d'élèves, enfin tout un tas d'associations. Mais surtout, j'ai fait quelque chose assez important bénévolement, c'est que j'ai été syndic bénévole de copropriété, 117 familles. Donc ça m'a donné l'occasion d'ailleurs d'aller voir un petit peu comment ça se passait au niveau de la commune, puisque je travaillais beaucoup avec les services de la commune. Et d'ailleurs, à l'époque, le responsable des syndics bénévoles de France me disait, vous savez, il y a beaucoup de maires qui sortent de nos rangs. Parce qu'en fait, parce que, bon, évidemment, on en a un peu parlé avant, finalement, la politique, c'est un peu la continuité, quoi. On commence d'abord par s'impliquer dans les associations, et puis au bout d'un moment, d'ailleurs, tu m'as raconté qu'il y a eu des partis qui s'étaient un peu rapprochés de toi. Oui, parce que oui. Tiens, voilà quelqu'un qui gère bien les choses, donc... Je ne vais pas vous présenter pour nous. Enfin, tout le monde sait que les partis politiques, souvent, la plupart du temps, se rapprochent du monde associatif. Parce que c'est vrai. Dit quoi? Alors, pendant longtemps, moi, tout ce qui est un peu parti, alors voilà, moi, dans ma tête, c'est parti pris. Donc, moi, j'estime que j'ai un bras droit, un bras gauche, que les deux sont complémentaires. Et il se trouve que quand j'ai découvert l'UPR, ce qui est quand même dingue, parce que j'ai un peu honte, parce que c'est quand même un parti qui a 12 ans. Ah non, mais tu fais partie des 99,9% de la population. Voilà, exactement. Donc, quand j'ai découvert par un de mes amis qui m'en parlait depuis un moment, qui me disait « Marie-Noëlle, je pense que ça va correspondre un peu à ce que tu penses, etc. » Pourquoi un moment, on va voir, ça, on n'en sait rien. Je suis allée voir en janvier. Et c'est vrai que 2019. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, je suis allée voir les conférences. Moi, évidemment, l'éducation, l'explication, l'éducation populaire, c'est mon fonds de commerce, entre guillemets. Et donc, je me suis trouvée presque en pays de connaissances. Et puis après, il faut prendre du temps, il faut écouter. Et c'est là que je pense quand même être quelqu'un de curieux et connaître un certain nombre de choses.
je me suis rendu compte de l'immensité de mon ignorance, notamment par rapport à tout ce qui est traité européen. Encore une fois, tu es comme tout le monde, je pense. Quand on découvre les conférences de l'UPR, on se dit « Ah merde, en fait, personne ne lit ça le soir ça dirige la vie de mon pays et je n'en suis absolument pas conscient. » Voilà. Ok, donc très bien, très intéressant. Alors, on est en train de voir, là on va voir avec vous, pardon, dans le cadre de cette émission, si c'est pertinent pour vous de donner votre voix à l'UPR, voire même de vous présenter au nom de l'UPR, parce qu'il n'est pas encore trop tard pour le faire. Maintenant, un peu d'objectivité. Est-ce que ça sert à quelque chose? Puisque si éventuellement on arrive au constat que le maire n'est rien d'autre qu'un petit fonctionnaire qui a les mains liées, de toute façon, ça ne changerait rien. Donc la question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est est-ce qu'un élu UPR aurait la possibilité de changer quelque chose? Un premier axe sur lequel on peut parler, c'est la question du symbolique, c'est-à-dire les symboles que sont le drapeau, l'hymne national, etc., toutes ces choses-là. Vous êtes bien conscient, je suppose, qu'actuellement il y a un vrai combat à mort, on va dire, entre l'Union européenne et la France, rien que on va dire, sur le fronton des mairies où on voit les deux drapeaux qui sont l'un à côté de l'autre. Donc déjà, question que j'aurais envie de te poser, toi tu arrives donc comme maire de Brignais à la fin des élections, est-ce que tu prends tous les drapeaux européens, tu les passes au lance-flammes, enfin voilà. Quelle violence Tu n'es pas obligé de faire ça, Viola. Je ne suis pas brutale, je suis quelqu'un de pacifique. Donc, il est clair, voilà, moi je pense que le plus important, c'est vraiment de l'information. Je me revois, il y a quelques années, avec mes CM2, montrer ce fameux drapeau. Bah oui, parce qu'on a étudié l'Europe. Je me rappelle, j'avais acheté un immense dépliant où on voyait, mais à l'époque, il n'y en avait que 9, ou j'avais CM2 ou 12 pays. Il n'y en avait encore pas énormément. Et il est clair que, bon, ben, voilà, l'Europe, ça nous paraissait quelque chose d'extrêmement positif. Alors, c'est vrai que, quelque part, dans mes gènes, je suis déjà européenne, puisque moi, j'ai des origines à moitié italiennes. Mon papa est français, mon grand-père était garde républicain. Et puis, j'ai une grand-mère, j'ai toute une partie de ma famille alsacienne, avec des origines d'où mon physique un peu, voilà, de Tyrol, la Bavière. Donc, quand on me dit, vous êtes contre l'Europe, je dis, ben, déjà, moi, dans mes gènes, je suis européenne, mais ça, c'est vraiment la grande tarte à la crème. Il faut revenir à l'essence des mots. Donc, l'Europe, évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est notre patrimoine, avec des pays qui se sont construits, qui se sont combattus. Après, il faut peut-être aller voir un petit peu plus loin. Je veux dire, si on reste que sur des gens qui vous disent tu es contre l'Europe, non, il faut peut-être aller voir pourquoi au niveau on en est arrivé à dire des choses pareilles. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, tu te rappelles peut-être de cet épisode où Florian Philippot a voulu faire un coup d'éclat, fait le buzz, comme ça, en montant sur le toit d'une préfecture. C'est pas la mairie de Forbach, plutôt je crois que c'est une préfecture, en fait. D'accord. Et en décrochant le drapeau européen et le jetant, alors forcément, je crois que c'était juste avant les élections, etc. Tu te rappelles de ce truc-là ou pas? Je n'ai pas beaucoup suivi M. Philippot. C'était bon, alors les gens se sont un peu moqués de lui après parce que c'était vraiment du buzz pour faire le buzz, voilà. Bah, c'est de la com, quoi. Je crois Absolument, qu'on est dans Exactement. ce siècle-là. J'ai vu ce truc-là, bon, j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais après je me suis dit, mais peut-être qu'il a en cours quelque chose de grave parce que normalement il y a quelque chose qui s'appelle outrage au drapeau. Et c'est là où j'ai creusé un petit peu la solution. Et en fait, pas du tout. Il n'a pas du tout de risque de quoi que ce soit. Enfin, de ce que je crois comprendre. Alors, l'outrage au drapeau, c'est pour le drapeau tricolore. Et dans l'article 433-5-1 du Code pénal, voilà. Si vous vous en prenez au drapeau français pendant un moment de commémoration, vous encourez 7 500 € d'amende. Si vous le faites en dehors d'une manifestation officielle, etc., vous encourez quand même 1 500 € d'amende. Mais ça, c'est pour le drapeau tricolore. En revanche, pour le drapeau européen, il se trouve qu'il était marqué dans le projet de constitution de 2005 que le drapeau européen, l'Aude à la joie, alors je ne sais jamais si on dit hymne à la joie ou Aude à la joie, enfin, peu importe, et tout ce genre de choses soit reconnu officiellement par la République française, face à la déculottée que s'est pris le référendum. Quand il y a eu le traité de Lisbonne qui a été fait, ça a été retiré, pour finalement être remis plus tard dans le cadre d'un petit article complémentaire.
Mais la France n'en faisait pas partie. Donc a priori, on peut se dire, moi, le drapeau européen, ça ne me concerne pas. Il se trouve que ça a été remis sur le tapis par Macron alors je crois que c'est en octobre, le 19 octobre 2017, Macron officialise la reconnaissance du drapeau européen par la France. Et pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si des gens se souviennent, mais c'était Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et d'autres députés avaient voulu que soit retiré le drapeau européen de l'Assemblée nationale. Ah, parce qu'en effet, il n'y avait pas de base légale à sa présence, et du coup, pour lui couler le bec, en quelque sorte, ils ont ratifié du coup ce petit à côté qui du coup reconnaît en France le drapeau européen comme symbole de l'Union européenne. Voilà, pour la petite histoire. Fait de manière totalement démocratique. Oui, on connaît bien le truc à l'REM. C'est des choses où on s'est habitué. Je pense qu'on ne s'est même pas posé la question. En fait, je vais rebondir là-dessus parce que il y a l'aspect symbolique, alors après on passera vraiment sur le concret des municipales parce que je pense que les gens ne vont pas élire des maires pour qu'ils enlèvent ou qu'ils rajoutent tel drapeau. Ce serait triste quand même, c'est qu'il n'y a aucun problème en France. Oui, ça serait génial. Mais il y a quand même un aspect symbolique qui est de se dire que déjà l'Union européenne a, comme qui dirait, infusé depuis Maastricht, depuis 92. Oui, même avant. Mais ça a infusé et... je pense que déjà symboliquement, c'est intéressant de remettre ces symboles en question, surtout que c'est possible également de le faire, pour que les gens se disent que c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui, comme tout le reste, devrait être en fait sujet au débat démocratique. Et du coup, c'est peut-être la première étape en fait que l'UPR pourrait faire localement. C'est de remettre en cause certaines évidences, finalement. Certains symboles, il est clair. Enfin, moi, je vois par exemple, on a toujours, notamment vers les CM2, quand on étudie tous les symboles de la France, le drapeau, le coq, et puis la Marseillaise. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui connaissaient la Marseillaise, quand je disais la Marseillaise, est-ce qu'il y en a qui dans la classe connaissent la Marseillaise ? Tous les footeux se levaient et chantaient la Marseillaise. Donc c'est vrai qu'au niveau de la symbolique, ce qu'il y a, c'est quand c'est insidieux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, on s'y habitue et on pense que c'est naturel. Je pense qu'il y a des symboles de la France, mais le symbole finalement européen, en plus, qui est plus représentatif, parce que quand on voit les États-Unis, par exemple, il y avait le drapeau américain et on rajoutait une étoile chaque fois qu'il y avait un nouvel État. Alors ici, je ne sais même pas combien il y a d'étoiles, 12. Il y a 12 étoiles normalement. Et là maintenant, on est 28. Peut-être que si on avait rajouté des étoiles chaque fois, peut-être que ça aurait peut-être réagi. C'est pas stable. Pourquoi il y a autant, ça se cherche. Donc, il y a un budget disponible par la commune, mais après, c'est donc... c'est ventilé au bon vouloir c'est au niveau du conseil municipal qu'on répartit les choses. Et c'est là où toi, en tant qu'élu, toi, mais également avec les autres personnes de ta liste, tu vas faire pression pour que ça aille plutôt dans le sens... Pas pression, c'est une décision politique, finalement. Voilà, tout à fait. On est carrément dans la décision politique. Et donc, ta décision politique, ce serait de dire qu'il y a des écoles, notamment les écoles publiques, c'est ça, qui ont besoin de plus de moyens que des écoles privées. Voilà, c'est pour ça que ça, c'est de l'équité. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout le même statut. Moi, j'ai énormément vécu, évidemment, sur cette école-là, c'est-à-dire que dans une école publique, on accueille tout le monde. C'est la base du service public, c'est d'accueillir tout le monde. Voilà. Alors que l'école privée, en fait, l'école privée, entre guillemets, je ne dis pas qu'elle fait du clientélisme, mais c'est payant, donc c'est plus des clients. Donc à ce moment-là, on va faire payer les gens, voilà. Et surtout, on peut très bien refuser certaines personnes, ce que ne peut pas faire l'école publique. C'est pour ça qu'on ne peut pas, quand on veut toujours mettre tout le monde au même niveau à l'universel, on va dire, il faut voir un petit peu les spécificités. Moi, dans un quartier populaire, comme celui par exemple des Pérouse, nous, on avait investi, déjà, tout ce qui était les études. Les études sont payées par la mairie. Donc là, c'est pareil. Là aussi, c'est un choix. Donc, pour les enseignants, déjà, c'est bien parce que ça leur fait un supplément au niveau salaire. Mais ce qui est super important, c'est que la plupart, toutes les études étaient faites par des enseignants. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'avais les CP ou une collègue avait les CE1. Elle avait ses propres élèves auxquels elle faisait faire les devoirs. Parce que ces élèves, justement, ne pouvaient pas le faire chez eux. Vous savez très bien ce que vous aviez fait dans la journée. Donc, voilà. C'est vrai que ce n'est pas le cas partout. Voilà. Mais ça veut dire que la mairie, justement, décide de rémunérer à sa juste valeur. Ça, c'est pour les enseignants. Après, au niveau du périscolaire, les animations,
on est aussi sur un objectif d'apporter, c'est pour ça que quand je dis plus, mais toujours de l'excellence. Nous, à l'école Jean Moulin, on a fait venir des calligraphes, on a fait venir des écrivains, on a fait venir des peintres, on a fait venir des gens d'un très haut niveau parce qu'il faut donner le maximum, il faut donner de l'excellence aux enfants, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient. D'accord. Et vas-y. Non, mais alors après, tu avais peut-être quelque chose à dire. Oui, juste toujours sur les services publics. On va parler un peu de sous, hein, parce qu'on voit que les dotations notamment... elles se réduisent et elles ne en fait, les budgets des municipalités se réduisent. Alors, il y a plusieurs sources de financement pour les communes. Il y en a 3 principalement. Hein. Il y a les impôts et les taxes. Voilà. Il y a notamment la fameuse taxe d'habitation que... Emmanuel Macron a décidé de supprimer progressivement. Voilà, donc... pas pour tous. Pas pour tous. Alors après, je ne connais pas dans le détail, mais en tout cas, je sais qu'en moyenne, voilà, les impôts et les taxes, c'est en moyenne 60% des budgets des communes. Donc, ce n'est pas rien de supprimer la taxe d'habitation. Ensuite, il y a évidemment la dotation globale de fonctionnement, qui est du coup ce que l'État va donner aux municipalités pour, en gros, faire ce que l'État faisait avant. C'est-à-dire qu'avec la décentralisation, l'État a donné des compétences aux communes. Voilà, et selon la Constitution, tu ne donnes pas des compétences si tu ne donnes pas l'argent qui va avec. Donc, la dotation globale de fonctionnement, c'est ça. Et après, il y a les emprunts, voilà, qui financent les communes. Donc, ma question, moi, est-ce que tu vois à Brigny, en fait, comment ça évolue, en fait, ces recettes? Alors là, moi, je peux dire beaucoup de choses au niveau de l'école. Là, je rapporte les gens, j'enverrai les gens sur l'excellente présentation qu'a fait Firas, puisque lui, il est allé vraiment voir tous les chiffres. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est un certain nombre sur la liste, pour avoir justement le plus finement possible toute une espèce d'audit sur un petit peu ce qui se passe. Donc, en fait, vous avez filmé notre première présentation le 6 décembre, et là, je pense que si les gens ils veulent vraiment avoir des détails là-dessus, ce sera intéressant. Une chose qui revient assez régulièrement par rapport au programme de l'UPR au niveau du local, c'est parler de l'histoire de la fusion des communes. Oui. C'est s'opposer à ça. Alors peut-être que tu veux nous dire un petit mot là-dessus. Alors la fusion des communes, je veux dire, c'est un plan qui vient d'assez loin, hein, c'est-à-dire c'est terrible parce que toujours sous couvert de dire ça va coûter moins cher, comme la fusion des régions, finalement on se rend compte que ça coûte plus cher. Et je pense qu'en fait c'est une espèce de transfert de compétences et puis sans doute d'argent de la commune vers les communautés de communes. Ces communautés de communes, la seule chose que je dirais quand même, c'est qu'elles ont été faites sans l'accord des populations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de référendum, puisqu'on va parler de ça aussi, c'est-à-dire on n'interroge pas, on vous dit tout d'un coup, voilà, les communes ont été, toutes ces communes-là, elles vont travailler ensemble, communauté de communes, pour mutualiser un certain nombre de choses. C'est marrant, parce que c'est vraiment la même problématique que quand on vous parle de l'État-nation face à l'Union européenne, c'est que vraiment, on vous explique qu'il n'y ait que 2 choix possibles. Soit vous avez une commune qui est totalement isolée et qui ne pourra rien faire parce qu'elle sera totalement isolée toute seule, soit c'est la fusion, ou soit c'est directement faire partie d'une métropole, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, comme ce que dit l'UPR par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne, il y a des tas de manières différentes de travailler en collaboration avec d'autres communes. Vous avez par exemple les structures intercommunales, et là il n'y en a pas une, il y en a 8 différentes. Je vais juste vous les dire, juste pour que vous puissiez les entendre, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez le syndicat de communes, le syndicat mixte, le pôle métropolitain, le pôle d'équilibre territorial et rural, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine et la métropole. Pour faire très simple, à mesure que je vous ai dit tous ces noms, on allait de plus en plus vers de plus en plus de choses en commun. C'est-à-dire que si vous prenez juste la communauté de communes, c'est juste vous qui êtes une commune et qui décidez en commun avec une autre commune ou un autre groupe de communes de juste gérer la voirie et pas plein d'autres trucs.
Et vous le décidez en toute souveraineté, si je puis dire. Nous, on veut se retourner vers la métropole, mais tu demandais tout à l'heure qui était le choix. Il est clair, moi je l'avais un peu suivi de loin comme ça, mais quand il y avait eu cette communauté de communes, en fait, nous, on est vraiment collés à Lyon, on n'est pas loin, il y a Saint-Genis, etc. Et je sais qu'il y avait eu beaucoup de gens qui disaient, mais pourquoi nous, on n'est pas intégrés dans la métropole? Et donc, c'est quand même une décision aussi des maires, puisque la mairie de Brignais avait dit à ce moment-là, non, nous, on va être une grosse commune, et puis après, il y a Chaponneau, qui est un peu plus gros, etc. Et les contradicteurs disaient, mais pourquoi tourner? On avait l'impression que Brignais tournait le dos à la métropole, regardait vers les pays mornantais, alors que l'intérêt que l'on a, et nous on voit bien par rapport à la vie ou à tous les échanges commerciaux, industriels et puis culturels, qu'en fait non. De toute façon, je pense que petit à petit on va être absorbé par la métropole. Donc de se dire, après, les gens disaient, oui, Brignais préférait être grand chez les petits que petit chez les grands, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là d'être absorbé par la métropole. Donc, après, il y a des contraintes géographiques, c'est-à-dire que par exemple, il y a Givors qui est quand même plus loin et qui est dans la métropole. Oui. C'est-à-dire que vous avez les TCL, donc sur les transports en commun lyonnais, qui vont chez eux, puis qui vont à Lyon, puis qui un peu contourne tout le coin, et vous, ça vous embête de ne pas avoir les TCL, puisque vous n'êtes pas dans le Citral, et pour être dans le Citral, il faut être dans la communauté. Alors ça, c'est ça. Non. Alors moi, en 2011, pareil, je m'étais intéressée à ce problème. Pourquoi? Parce que mes enfants, quand ils sont allés au lycée, qui est à 4 km, il n'y avait pas de car, il n'y avait pas de TCL. Donc ce problème du transport, moi, depuis que je suis à Brignais, il y a 30 ans, on entend parler. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été à cette réunion, c'était en 2011, et là, ils expliquaient qu'en fait, n'importe quelle commune, qu'elle soit dans une communauté de communes ou pas, elle pouvait négocier avec le Citral. D'accord. Et à ce moment-là, Chaponneau expliquait qu'eux, ils allaient discuter avec le Citral pour avoir justement les TCL. Ouais. En discutant et en faisant ce contrat, ils allaient avoir un avantage, c'est qu'ils pouvaient avoir, et c'est ce qui s'est passé, 2 lignes qui allaient sillonner Chaponneau, qui est assez étendu, ce qui allait faire que les gens, il y en a beaucoup qui ne se retrouvaient pas très loin d'un arrêt de bus et ils allaient pouvoir en bénéficier. Si il n'y a pas cette négociation, et si finalement, par le fait de ce qui se passe en ce moment, de fait, le Citral, les TCL vont passer à Brignais, nous, on aura de centre à centre. C'est-à-dire que tous les gens, et nous Dieu sait que c'est vallonné, qu'on a la côte, etc. En fait, je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent bien compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir les TCL à Brignais. Ça va être un des gros sujets, justement, pendant la campagne. Mais où est-ce que les arrêts vont être posés? Mais alors là, du coup, tu es en train de me dire que il n'y aurait pas besoin d'être dans la métropole pour avoir le TCL. C'est une négociation qui peut se faire. Il y a plein de négociations. Comme je rebondis avec le niveau plutôt international, comme un certain nombre de pays peuvent ensemble décider de faire une société qui s'appellera par exemple Airbus, sans qu'il n'y ait absolument pas du tout besoin de foutre en l'air la souveraineté Voilà. Mais en gros, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que vous avez Chaponneau qui est quand même dans votre communauté de communes, du coup, et qui a fait un peu sa tambouille dans son coin. Alors, c'est pas un reproche que je leur fais, hein, évidemment, mais en gros, c'est pour montrer que... c'est possible. Oui. Aussi que entre guillemets, la solidarité intercommunale a ses limites aussi. C'est-à-dire que toi, tu l'as découvert un peu par hasard, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le financement au niveau justement des TCL demande justement une participation des entreprises. Oui. Voilà. Donc après, on revient toujours au nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent. C'est-à-dire que les entreprises devaient quand même participer à ces financements. Et là, il se trouve qu'il y a eu des blocages. Mais là, c'est bloqué aujourd'hui ce projet à Brignais, ou est-ce qu'on ne sait pas? Alors, ce que l'on sait, c'est que c'est annoncé, c'est toujours des effets d'annonce. C'est quelque chose que j'entends pas mal quand je parle à des gens qui font partie de conseils municipaux. C'est qu'en général, le maire a des prises d'initiative, des prises de signature, de négociations qui parfois sont très importantes. Et il peut arriver que des fois, non seulement les citoyens ne soient pas au courant de ce qui se passe, mais même parfois le conseil municipal n'est même pas au courant. Donc en gros, il y a une opacité totale. Mais alors justement, parlons-en de la démocratie, puisque là c'est quand même un énorme volet au niveau du programme de l'UPR, finalement, ramener de la démocratie au niveau de la commune. Alors du coup, toi tu me dis, oui, c'est bien qu'il faille donner plus de choses aux gens, mais aussi il faut que les gens s'en emparent, quoi.
Oui, alors ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Et justement, on parlait tout à l'heure de dotation. Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est quand même assez simple. C'est que, c'est pour ça qu'on va aussi parler de cohésion sociale. Si les dotations diminuent, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème, il va y avoir un problème de répartition. Donc, si le gâteau est plus petit, il y a des gens qui n'auront peut-être pas de part, il y en a qui en auront encore. Et si cette répartition, elle est faite toujours du fait du prince, entre guillemets, c'est-à-dire par des gens qui décident, et ça va faire ce que ça fait toujours, des frustrations, mais pourquoi lui là-ci, il là pas là. Et justement, dans l'histoire de dire, on va donner aux gens la possibilité, il faut aussi qu'ils l'apprennent, d'être partie prenante de ce partage. C'est-à-dire quand on explique, on fait ça à l'école, ça marche très bien, hein, quand on explique, voilà ce qu'il y a, voilà où on en est, voilà ce qu'on a, et on a ces choix-là à faire. Hein, et d'ailleurs, Firas, dans la vidéo, il parle beaucoup aussi de qu'est-ce qu'on fait, investissement ou fonctionnement. Donc, à ce moment-là, si les gens participent, ils voient la réalité des choses. Les gens, ils ne sont pas stupides. Ils disent, voilà, cette fois, on va partager comme ça, une autre fois comme ça. Et c'est pour ça qu'on en arrive derrière à une participation effective des gens avec ce qu'on appelle le référendum d'initiative locale, c'est-à-dire sur un sujet, par exemple sur l'écart. S'il y avait eu cette décision, c'est-à-dire qu'on disait, tout le monde parlait de ça, ça fait 30 ans que moi j'entends parler. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est pour ça que j'étais allée à cette réunion. Mais qui fait quoi? Mais moi, ce que je voudrais savoir, parce que ça, le RIC local, on va aussi en parler, ça c'est pour l'avenir. Mais déjà, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on a actuellement comme outil pour servir la démocratie locale? Je vais en parler. Actuellement, il y a trois outils qui existent, bel et bien, qui sont non seulement dans la loi, mais dans la Constitution. Il y a l'article 72 de la Constitution qui garantit depuis 2003 l'existence du droit de pétition et de droit de référendum local. Donc, il y a trois outils par ordre de contrainte, on va dire. Référendum décisionnel local et référendum consultatif local. Oui, mais on va commencer par le droit de pétition. Local. Comment ça fonctionne le droit de pétition? Alors le droit de pétition, chacun fait sa petite pétition, etc., ça vaut ce que ça vaut, mais là, il y a vraiment dans la loi, c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales, voilà, je ne vais pas citer l'article, vous le retrouverez si vous voulez, qui dit que s'il y a 20% des électeurs, donc d'une commune en l'occurrence, donc un cinquième, qui signent une pétition, ça peut permettre de mettre à l'ordre du jour d'un conseil municipal un sujet. Par exemple, admettons que les habitants veuillent une garderie, par exemple. Ils vont signer une pétition, 20% signent une pétition et vont dire au conseil municipal, s'il vous plaît, parlez de ça à l'ordre du jour. Voilà. Alors là où c'est pas super contraignant, c'est que le maire, il peut dire non, moi j'ai pas envie. Voilà. Et auquel cas, il n'y a pas de suite. Parce que quand toi, pour des associations, tu es amené à aller défendre un projet dans une assemblée. Dans une. Générale. Ouais, enfin dans une assemblée. Le conseil municipal, pardon. Ah, conseil municipal. J'en perds mes mots. Et tu m'as expliqué que du coup, le citoyen lambda, enfin l'administré, n'a pas le droit de prendre la parole. Non. Alors tu peux être dans le public et tu n'as pas le droit d'intervenir. Il vient pour vérifier que les choses soient faites tel que c'était prévu, mais en revanche, il ne prend pas la parole. Ouais. Il ne la prend que justement si le maire fait une interruption de séance et donne la parole à quelqu'un du public. Ouais, voilà. Mais sinon, tu n'as pas le droit d'intervenir. Mais ce qui n'empêche qu'on peut aller dans le public, et moi je sais qu'il y a plein de gens qui ne le savaient pas, dire tu vas au conseil municipal. On reparlera tout à l'heure des autres outils d'intervention. Moi je suis désolé, c'est pas de la démocratie locale si on peut juste obliger. Si chacun raconte sa life un peu, mais bon. Non, mais je sais pas, c'est pas. Là, tu as déjà cet outil qui, en tout cas, voilà, tu vois. Oui, mais c'est pas de la démocratie locale. Si on peut après, on peut critiquer, mais moi, je te dis, il y a un outil. Les outils. Moi, je dis, c'est pour ça, je dis, il y a des outils. Déjà, utilisons ceux qui fonctionnent, enfin ceux qui sont là. Bon, en tout cas, lui, on voit que il n'est pas super contraignant. C'est-à-dire que, on reprend l'exemple de notre garderie. Si le maire veut pas en entendre parler, c'est juste pas à l'ordre du jour et tant pis. Voilà. S'il le met à l'ordre du jour, après le conseil municipal décide bien ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut décider que non, il n'y en aura pas pour des raisons X, Y, Z. Voilà. Le seul risque qu'eux encourent, c'est que les 20% qui ont signé s'en rappelleront pour les prochaines élections éventuellement. Voilà. Après, il y a ce qui s'appelle la consultation pour avis des électeurs. Pareil, ça c'est réglementé, ça se passe comme un référendum. C'est organisé comme un référendum. Il faut juste bien dire aux gens que c'est consultatif, c'est-à-dire que ça n'oblige en rien. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'après les gens, comment veux-tu qu'ils disent, écoutez, blablabla. Et là, c'est à la terrible. Ça, c'est à l'initiative du président de la République, c'est ça? Non, pas du président de la République.
Ah, c'est pas pour le référendum consultatif local, ça, ce que tu disais? Ouais, mais c'est l'initiative du maire, du président de la République. C'est pas le président de la République qui va décider pour. Non, c'est. Parce qu'il y en a un qui était à la main du président de la République, je crois. C'est le référendum consultatif local. Ouais, mais ça, c'est le truc qu'ils ont inventé pour Notre-Dame-des-Landes. C'est une espèce de machin un peu bizarre. Mais ça n'a rien à voir. Sur un sujet bien précis. Okay. Ouais, c'est le truc référendum d'intérêt environnemental ou je sais plus quoi. Okay. Bon, là, en gros, c'est juste de la consultation. C'est souvent parce que peut-être que le conseil municipal ne sait absolument pas quelle décision prendre. Du coup, ils demandent aux gens et puis après, ils regardent. Et puis là, ils prennent la décision en fonction de ce qui a été dit. Et puis libre à eux de ne pas le faire, voilà, de ne pas suivre l'avis des électeurs. Puis il y a le référendum local. Alors là, le référendum local, il peut être contraignant à la condition qu'il y ait 50% des électeurs inscrits qui participent. Voilà. Si il y a moins, ça reste consultatif. Voilà, donc on met toujours un petit peu des paliers assez hauts, comme ça, pratiquement. Voilà. Enfin, après, si on fait le constat, où est-ce que ça a eu lieu, tout ça j'ai cherché. Alors, vas-y. J'ai cherché. Alors, je ne vais pas vous faire... en fait, il n'y a pas de base de données. Donc, en gros, j'ai cherché, j'ai fait des compilations d'articles où ils en parlaient. Ce que je constate, c'est que c'est globalement pas très utilisé. Hein. Par exemple, les consultations pour avis des électeurs, j'ai vu entre 1995 et 2009, il y en a eu 233. Voilà, 17 communes entre 2008 et 2009, donc c'est vraiment pas super utilisé, quoi. Ben non, mais peut-être parce que c'est pas connu. Bah oui, mais je pense que là, il y a plein de gens qu'on va les informer de l'existence de ce truc-là. Après, le truc aussi, c'est que quand ça a lieu, les gens ne participent pas. C'est-à-dire que moi, de tous les exemples que j'ai vus, il n'y en a aucun qui a dépassé les 50%, il n'y en a aucun qui était contraignant. Mais d'un autre côté, moi, je n'ai pas trouvé d'exemple. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Moi, je n'ai pas trouvé d'exemple. Et j'ai d'un autre côté pas trouvé d'exemple de maires qui sont allés contre l'avis des électeurs. C'est-à-dire que quand bien même ce n'était pas contraignant, j'ai des exemples. Par exemple, dans le coin, il y avait à Saint-Chamond, il y avait eu un référendum sur une rénovation d'église. Voilà, ça a été en 2009. Et il y a eu 28% de participation. Mais bon, il a quand même suivi le maire a quand même suivi l'avis du référendum. Voilà, c'est le cas dans plusieurs trucs. Mais ça laisse penser globalement que quand ils font un référendum, c'est qu'ils n'ont pas un avis très précis et très fort dessus. Oui, parce que, alors d'accord, un référendum, alors qui est organisé par qui? Parce que pour toute chose, il faut quand même que quelqu'un s'y mette. C'est à l'initiative donc, du conseil municipal. D'accord. Et c'est financé par la commune. Voilà, c'est géré par la commune. Alors après, c'est pas n'importe quoi, c'est comme tout. Il faut que ce soit du domaine de la commune. Une commune ne peut pas faire, par exemple, un référendum local sur l'abolition je sais pas moi, de l'impôt sur la fortune, par exemple, ou de l'impôt sur le revenu. Ça n'a aucun sens. Voilà. Il faut que ce soit légal. C'est transmis, ça, de toute manière. Toute demande est transmise à la préfecture. La préfecture va regarder ce qui est proposé. Et si elle juge que c'est pas légal, elle va saisir le Conseil constitutionnel, c'est ça? Non, pas le conseil non, le tribunal administratif. Et donc là, j'ai un exemple. Ouais, parce qu'il y en a un, qui à chaque fois passe par le Conseil constitutionnel pour validation. Alors je ne sais pas si on a les mêmes trucs toi et moi, mais à chaque fois il y en a un qui doit être. Local, j'ai pas vu. Pour moi, c'est la préfecture qui gère le truc. Pas les mêmes infos. Donc c'est là qu'il y a des outils. Il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que les mairies font des enquêtes publiques sur tout un tas de sujets. Donc là, c'est pareil, c'est affiché, puisqu'ils sont tenus d'afficher. Là, il va à ces enquêtes publiques, notamment au niveau de l'urbanisme, souvent, sur la façon. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un tas d'outils. C'est pour ça que je parle toujours d'information. Les gens ne savent pas qu'il y a tous ces outils-là. C'est ça. Mais alors la question, c'est comment on va ramener, parce que je sens, en voyant les chiffres, qu'il y a une désertion de plus en plus grande en fait, de la chose politique, et même au niveau municipal. Je vois que, par exemple, l'abstention au municipal, elle augmente petit à petit. Elle était en moyenne de 36% aux dernières élections en 2014. À Brignais, elle était de 45%, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc voilà, comment on ramène les gens là-dedans, et aussi comment on ramène, entre guillemets, les gens qui sont le moins présents, par exemple, dans les conseils municipaux, parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, peu éduqués ou peu rompus à l'administration, etc., qui peuvent avoir peur de s'engager en se disant « bah oui, mais je ne connais pas assez, est-ce que je vais bien faire, etc. » Il y a peut-être une peur de l'engagement. Il y a une peur. Alors bon, moi je parlais au niveau associatif. Moi, quand je suis arrivée sur Brignais, je me suis retrouvée, parce que j'étais un peu en dispo et qu'on était dans les premières maisons, à me retrouver syndic de copropriété. Donc au début, 35 maisons. J'ai dit d'accord, le notaire a dit non, il y a 117 maisons.
c'est vrai que je n'y connaissais strictement rien. Donc, je ne suis pas plus maligne que l'autre. Il y a un moment, eh ben, on va rencontrer, moi j'étais avec le clerc notaire, avec les services de la mairie, etc. Et on apprend en faisant. Et moi, combien de fois, quand je suis allée chercher des gens, ils me disaient « Ah, mais moi, Madame Bramont, je ne connais rien. » Je dis « Non, on apprend en faisant. » Les gens ne se rendent pas compte des compétences et des capacités qu'ils ont. Oui, tout à fait. Ils pensent que, et parce que ça a été fait aussi par une élite, enfin des gens qui ont verrouillé un peu tout ça en disant non, mais vous occupez. On est très paternaliste en France, hein, c'est vraiment le système comme ça. On dit vous occupez de rien, nous on va s'occuper de tout, on a l'habitude, on sait faire. Et puis après le fait, tu vois, tu dis ça augmente, ça augmente. Le fait que ces gens-là, ben, ils fassent ça, ils maîtrisent et tout machin. Puis en plus maintenant c'est vraiment de la com. Ben, les gens ils se mettent en retrait, ils se disent bon bah finalement voilà, puis bon chacun est dans son objectif, mais c'est sûr que enfin je veux dire c'est l'avenir. Moi on me dit oh là Marie-Noëlle t'es courageuse, là bon j'ai 67 ans, je suis à la retraite, oui c'est sûr que en fait je pourrais très bien aller vivre ma petite vie de retraitée tranquille, il n'y a aucun souci. Mais moi quand je rencontre des jeunes, je leur dis mais moi je fais un petit peu la locomotive, je dis mais c'est vous. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des jeunes de 30-40 ans, un peu comme vous, et toi, tu es encore plus jeune d'ailleurs, et qui m'ont dit « Mais moi, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, oh là là, c'est trop compliqué. » Les gens pensent tout est trop compliqué. Et ça a été compliqué. Mais bon, il y a un moment, on dit « Bon, attendez, on n'est pas plus bête qu'un autre. » Il va falloir, c'est terrible à dire, mais peut-être artificiellement, recréer des moments, des espaces où les gens se rencontrent. Ouais. Où est-ce qu'ils se rencontrent? Moi, ce que je vais aller faire aussi, bon, alors le marché, parce que là, les gens, ils sont à pied, voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est quand ils disent « Ah non, moi, je ne fais pas de politique. » Et là, tout de suite, je leur dis « Ah, si, parce que là, vous faites un choix politique. Vous venez au marché plutôt qu'aller dans une grande surface. Donc, c'est un choix politique. » Donc, on part de très loin. C'est-à-dire qu'il faut réexpliquer toute la sémantique. C'est-à-dire, voilà. Mais je pense que... et on sent que les gens... ils ont un besoin de nouveau de contact. Je pense qu'on est passé peut-être à une vague, enfin toujours la fameuse et courbe. Et là maintenant, je pense que les gens ils se rendent compte que justement, à cause du fait d'avoir été tous individualisés, cette cohésion qu'on a vue avec les mouvements, par exemple des Gilets jaunes ou dans les manifestations, les gens ils se reparlent et ils se disent ah ben oui en fait, et ils se rendent compte que l'essentiel, voilà, on va faire pas de la philo, mais on était entre l'être et l'avoir, on a tout un tas de choses, des gadgets, de tout ce qu'on veut, on a amélioré notre vie et tout ça. Et puis, en fait, on s'est un petit peu... on s'est un petit peu isolé, alors qu'en fait... De la communauté. Je pense que voilà. Dans la commune. Et on parle de la commune, oui, on parle de la commune, c'est-à-dire quelque chose en commun. Et en proximité. Donc je pense que c'est bien gentil de marquer sur tous les... Chacun donner un nom à sa liste. Hein. Ensemble, vivre ceci, cela. Et quand on a cherché le nom de la liste, puisque moi je suis vraiment là-dedans, on était à Valère encore, parce que ça a été rapide, hein, la décision de partir. Moi, je suis là-dedans, j'ai mis... Il y avait donc l'université d'automne. Hein, voilà. Et donc, moi, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, Brignais-c'est-vous, c'est-à-dire aux gens, bougez-vous. Alors, je ne vais pas dire des choses un peu... bougez-vous le cul, mais... Oh, je l'ai dit. Tu feras un zip. On parle vrai. Oui, on va couper au montage. Oh là parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit, bah, qu'est-ce que je propose? Et vous, c'est la fameuse question, et vous, Kennedy, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais vous, ce que vous... Je pense que chacun a sa petite part à donner. Et je pense que c'est ça qu'il faut redonner. Et peut-être que les gens sont mûrs pour ça. Peut-être pas par volonté, mais par nécessité. Une dernière chose quand même qu'il faut préciser, c'est que l'autre intérêt que vous avez de voter pour UPR ou de vous présenter comme candidat à une mairie en tant que candidat UPR, c'est d'aider François Asselineau à obtenir ses 500 signatures à l'élection présidentielle. Je précise cela, pourquoi? Parce que à mesure que les années avancent, le nombre de signatures nécessaires pour se présenter augmente. Alors, on avait d'abord en 1965 100 signatures nécessaires, en 1976 on est passé à 500 signatures, mais il y a depuis pas mal de temps un projet à l'étude pour encore augmenter et passer à 1000 signatures, le nombre nécessaire pour pouvoir se présenter. Quand on sait le peu d'exposition médiatique dont fait preuve François Asselineau, on peut se dire qu'il y aurait vraiment un danger si ce genre de mesure se faisait, quoi.
Alors, maire, conseillers généraux, il y a, sur les gens qui peuvent signer. Ah, je ne savais pas, je pensais que c'était que les maires. Ah non, il y a, ce sont les élus. Non, il y a plus que. Ah, c'est des élus. Oui, c'est certains des élus locaux en fait. Oui. Je pense que justement sur les signatures, il n'y a pas que des maires. Et alors, il y a aussi d'autres problèmes, c'est que par exemple, on peut comprendre comme la question de l'Union européenne est encore tabou pour certaines personnes. Ça peut des fois faire un petit peu peur à un maire d'afficher le fait qu'il veut soutenir l'UPR, même si malgré tout, de plus en plus de gens commencent à se dire que l'Union européenne, quand même, il y a des problèmes. Oui, parce que les parrainages, du coup. Parce qu'avant, c'était totalement secret. Et puis maintenant, alors c'est plus le cas. Alors il y a eu une phase, si je me rappelle bien, où il y avait une partie qui était montrée. Et là, je vais essayer de retrouver mes notes. Je crois que maintenant, c'est totalement visible. Je vais revérifier. D'accord, donc en tout cas... dorénavant, la publicité des auteurs de présentation est non seulement intégrale à l'issue du recueil des parrainages, contre 500 parrainages tirés au sort par candidat auparavant, mais elle lui en continue. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, ça veut dire que tout le monde saura tout sur tout. Est-ce que tu as des éléments qui pourraient laisser penser, par exemple, que le pouvoir pourrait, je ne sais pas, défavoriser des maires qui, Oui. Tu fais référence aux paroles que je t'avais dit l'autre fois de Bertrand Munch, qui est directeur de la DILA, la direction de l'information légale et administrative, ça dépend du Premier ministre. Et lui, il dit, la règle des 100 signatures, qui était en 1965, cette règle a bien fonctionné pour les élections de 1965, parce qu'il n'y avait que 6 maires. Comme si c'était une bonne chose d'avoir parce qu'il n'y avait que 6 candidats. Parce qu'il considère, lui, que c'était une très bonne chose d'avoir que 6 candidats. Et puis il dit, ouais, mais ça a moins bien fonctionné à partir de 1974 parce qu'il y avait 12 candidats. Donc ce monsieur qui dépend d'un service qui dépend du Premier ministre déclare, en se basant sur quoi, je ne sais pas, que s'il y a beaucoup de candidats, c'est pas bien. Il faut en avoir le moins possible. Et puis il dit, le défaut de la règle de parrainage, c'est son échec à empêcher la multiplication des candidatures, malgré la réforme de 1976, où on est passé à 500 signatures. Quoi. Le mec prend parti en disant, il faut réduire le nombre de candidats. Quoi. De quelle raison, de quel droit quoi. Ouais. Mais du coup, sur les possibles pressions qu'il pourrait y avoir de l'État Oui, tu parles de ce qu'avait dit ce monsieur-là, qui était anciennement, alors c'était un ex, les Républicains qui était passé à LREM, donc le député européen Gilles Boyer. Qui avait déclaré sur Europe 1 en mai 2019 que les maires qui ne parraineront pas LREM alors qui seront élus avec l'accord, qui ne seront pas des alliés, en fait, ce sera des ennemis du gouvernement. C'est-à-dire que vous êtes contre LREM, vous êtes un ennemi du gouvernement. Les choses sont claires. Quoi. Voilà, ok. Donc voilà. Alors ça, c'était quand? Il a dit ça quand? Alors, c'était en mai 2019. Voilà, donc je pense que depuis, quand on voit un petit peu ce qui se passe, là, sur Brignais, par exemple, il y a une liste. La République En Marche a décidé de les parrainer, de les chapeauter, voilà. Et en fait, les gens ne veulent pas de cette étiquette. Ouais. Et on se rend compte là que de toute façon, il y a beaucoup de maires qui se retrouvent République En Marche. Là, je ne sais pas pourquoi il a une mauvaise réputation, qui en fait sont en train d'essayer de se présenter sous d'autres étiquettes. Ouais, mais du coup, ils ne sont pas transparents sur leur allégeance politique. Quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au niveau de l'UPR, moi, quand j'ai dit que je me présentais, alors bon, il n'y a pas énormément de gens d'UPR à Brignais, moi j'ai dit, mais moi, je me présente parce qu'il y a l'UPR. Donc, je ne vais pas arriver simplement Marie-Noëlle Bramont. C'est Marie-Noëlle Bramont qui est soutenue. On peut pas le louper. C'est marqué partout. Voilà. Donc, parce que justement, c'était, pour moi, c'est vraiment la base de l'engagement que je fais. C'est justement pour le faire connaître et pour que justement il puisse sortir de cet omerta et pouvoir être connu. Si on parle parce que comme on dit que c'est le monsieur du Frexit, si on revient par exemple sur le Brexit, pourquoi le Brexit a été voté, le référendum a été positif, c'est parce qu'il y a eu des échanges. Moi je dis, on peut dire, mais il a raison, il a tort, mais au moins qu'on lui donne qu'il y ait une contradiction. Et puis il y a vraiment aussi, et je pense qu'on pourra finir rapidement sur ce truc-là, c'est la commune, la municipale, c'est vraiment
je pense, la première marche de toute idée politique, de toute démarche politique qui se veut complète. Je pense qu'on n'a pas vu vraiment dans l'histoire de partis politiques qui ont atteint les plus hautes sphères, voilà, pour ne pas dire la présidence, sans avoir en fait une vraie assise locale. Le seul parti à qui c'est arrivé, c'est La République En Marche. Et on voit qu'il y a une véritable avec d'énormes moyens derrière. Oui, mais donc c'est pas de manière naturelle. Qui a de fait, tiens, on n'a pas d'élu machin, et hop, on arrive à mettre quelqu'un au pouvoir. Mais il y a une vraie déconnexion. Il y a une très grande déconnexion. C'est-à-dire qu'en fait, les maires, qu'ils soient, moi j'étais dans une commune où c'était un maire communiste, qui était vraiment des gens qui n'étaient pas communistes. Il est arrivé là parce que les autres se sont chamaillés. Et les gens ont voté pour lui par rapport à ce qu'il a fait. Donc l'étiquette des maires, en fait, n'est pas importante en elle-même. C'est ce qu'il fait. Oui. Voilà, c'est ce qu'il fait. Mais c'est important pour des partis, je pense, et pour des mouvements politiques, de savoir s'appuyer sur des élus locaux qui, eux, vont faire remonter. Ce que nous, on constate sur place, voilà ce que les électeurs constatent, ce que les citoyens nous disent. Et du coup, on peut prendre par exemple l'exemple rapide du Parti communiste. Oui, mais très rapidement, l'exemple du Parti communiste, c'est un parti qui, même encore aujourd'hui, a encore beaucoup de racines locales. Parce que les racines locales, c'est très très dur à déraciner. Et quand bien même le Parti communiste ne fait plus rien du tout aux élections nationales, ça a fait sa force et ça l'a irrigué. Tout à fait. Voilà, les pieds et la tête. Pour résumer, on a bien vu ensemble que oui, il y a vraiment des choses précises qui peuvent être faites par un élu UPR au niveau local pour changer les choses, mais c'est pas que ça. C'est que là, si vous êtes sympathisant UPR et que vous vous contentez de dire « Oh bon, les élections, je m'en fous, j'irai juste voter en 2022 pour les présidentielles », c'est pas suffisant. Il faut que vous alliez voter parce que plus il y aura de maires, plus il y aura de visibilité, plus il y aura de tout, et c'est comme ça que ça marche. Donc, vous êtes concerné par l'avenir de notre pays, vous voyez qu'il y a un gros problème. N'attendez pas sur votre canapé 2022, allez voter à toutes les élections, et notamment, très bientôt, aux élections municipales. Deuxième chose, vous avez peut-être envie de vous lancer dans la politique, vous êtes peut-être un peu impressionné, etc. Vous pouvez le faire. Franchement, c'est possible. Ça s'apprend sur le tas. C'est exactement ce que nous a expliqué pendant ce petit moment Marie-Noël. On apprend, on n'est pas tout seul. Vous aurez l'aide de l'UPR. Alors, vous ne pouvez pas vous déclarer tout seul candidat de l'UPR. Il faut que vous veniez adhérer et puis vous allez rencontrer votre délégué départemental qui vous expliquera, qui donnera son aval, et il n'y a pas de souci, je suis sûr que ça se passera très bien, mais voilà, rassurez-vous, vous ne serez pas totalement largué dans la nature, et vous serez le bienvenu. Donc si vous avez envie de candidater pour l'UPR, contactez-nous, allez sur le site internet upr.fr. Je vous invite, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'UPR, allez adhérer. Nous sommes dans une situation où il y a une véritable omerta en France concernant le pour et contre l'Union européenne. Même si progressivement le dialogue commence à se faire au niveau de la presse, il y a quand même un gros frein là-dessus. Alors aujourd'hui nous sommes 38 000 inscrits officiels, si demain nous sommes 60 000, les grands médias ne pourront plus faire comme si de rien n'était. Nous serons obligés d'être considérés, et ça c'est capital pour les présidentielles. Et on ne peut pas attendre le dernier moment que vous allez vous inscrire. Il faut que vous vous inscriviez maintenant. Ça vous coûtera de tête, je crois, une trentaine d'euros de vous inscrire. Si vous n'avez pas de sous et que vous êtes en recherche d'emploi, il y a même un tarif spécial, si je me rappelle bien, c'est 3 euros. Vous aurez une magnifique petite carte d'adhérent. Et vous pourrez vous dire que vous avez déjà fait le premier pas vers un acte citoyen. Si après vous voulez faire des choses en plus, comme nous aider à faire du tractage, etc., ça vient après. Mais dans un premier temps, commencez d'abord par adhérer à l'UPR. Et je crois que tu avais un petit mot à dire par rapport à une autre émission qu'on avait faite avant. Tu avais une information en plus par rapport à un autre... Absolument pas. D'accord. Parce que je n'ai pas retrouvé l'article dont je voulais parler. Voilà. Alors je vais te dire très rapidement, c'était en rapport avec ADP. On avait parlé rapidement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Voilà, le consortium chinois qui avait pris une part dans Toulouse-Blagnac est en train d'essayer de le revendre. Voilà. En ayant fait beaucoup de dégâts et avec une belle plus-value. Voilà. Mais je n'ai pas réussi à retrouver l'article précis dont je voulais parler, mais voilà, si vous voulez chercher, il y a plein d'articles sur cette revente. J'aime bien le souci d'intégrité journalistique à chaque fois de mon cher camarade François, ça fait plaisir. Un dernier petit mot, vous êtes au courant,
normalement, le Brexit, c'est le 31 janvier. Il se trouve qu'ici, à l'essentiel, à Lyon, je ne sais plus l'adresse du tout, je ne connais plus par cœur, enfin bref, vous le verrez à la fin dans le générique. Métro ici, Garibaldi. Ouais, métro Garibaldi, etc. Il y aura une grosse fête ici, donc le 31 au soir, pour célébrer le Brexit. Ça sera l'occasion, si vous n'avez jamais rencontré des personnes de l'UPR, de venir nous rencontrer. Hein, c'est pas réservé, je crois, aux adhérents. Donc si vous êtes sympathisant et que vous voulez nous rencontrer, vous êtes le bienvenu. Donc venez nombreux et puis ça sera très sympa. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fini. Je voulais juste dire une petite chose. Justement, moi je vais avec l'UPR parce que j'ai toute cette logistique. Voilà, j'ai tout un tas de gens autour de moi pour m'aider. Ça c'est génial parce que c'est pas possible tellement sinon de démarrer comme ça. Et j'ai la grande joie d'accueillir M. Asselineau à Brignais qui vient nous soutenir le 25 janvier, donc le samedi. Il fait le tour de la France et voilà. il va justement donc ça c'est génial. Donner un coup de main. Ça c'est génial, c'est la proximité aussi dans ce moment. 25 janvier à Brignais. Voilà. Toute la journée, le matin sur le marché et l'après-midi, il y aura un petit parcours dans un quartier populaire, vers l'école où j'ai travaillé, dans les jardins ouvriers. Voilà, on va rencontrer la population de Brignais le 25 avec lui. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, renseignez-vous, restez toujours critique par atout et on se dit à très bientôt. Salut. Merci, au revoir. Au revoir.